Bonjour et bienvenue du coup dans la suite du cours commenté où cette fois-ci nous allons nous intéresser aux corrections d'exercices corrigés des réactions de la famille de l'oxydoréduction. En premier point, on va voir un exercice qui va nous permettre d'exploiter la formule de Latimer et Frost qui nous permet de calculer le degré d'oxydation d'une espèce en fonction de sa charge et du nombre d'occurrences de l'espèce des atomes en présence dans la formule. On va pouvoir commenter un petit peu cette équation. Ça tournera globalement autour du soufre. Dans un deuxième temps, on fera un ensemble de réactions d'oxydoréduction à partir de trois couples seulement redox, et on essaiera de voir tout ce qui est compatible, incompatible, tout ce qui peut réagir, ou tout ce qu'on ne peut pas faire. Enfin, on s'occupera de la réaction de dismutation autour de l'azote. Je rappelle que la dismutation est une nouvelle réaction que l'on a observée cette année dans le chapitre d'oxydoréduction, où une espèce avec un nombre d'oxydation fixe donnera lieu à deux espèces de degrés d'oxydation différents, et on va étudier ça. Alors tout d'abord, premier point, si on veut étudier le soufre et on nous demande de le comparer à l'oxygène, on regarde sa position dans le tau périodique. Dans le tau périodique, au niveau d'une même colonne, on sait que les couches de valence sont de plus en plus distantes du noyau. Pour le soufre, on a un noyau qui est certes plus chargé que celui de l'oxygène, mais la distance entre les électrons de valence du soufre et le noyau est plus grande que la distance entre le noyau de l'oxygène et ses électrons de valence. Cela a pour effet d'avoir une moins grande force électrostatique. Si on regarde l'expression de la force coulombienne, on se retrouve avec une proportion entre deux charges, deux particules chargées, mais cette force est beaucoup moins intense plus la distance entre les deux particules chargées est grande. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est en 1 sur r carré, qui évolue du coup en s'amenuisant plus la distance est grande. Et en l'occurrence, bien qu'un noyau soit plus chargé, eh bien ça comptera au carré le fait que la distance entre les électrons de valence et le noyau du soufre soit plus grande que dans le cas de l'oxygène. Donc le soufre a une électronégativité moins grande, il a une moins grande capacité à retenir les électrons de valence que l'oxygène. On a déjà dit dans la vidéo précédente que l'oxygène était l'atome le plus électronégatif auquel on allait avoir affaire dans ce chapitre, tant qu'on exclut le fluor. Donc l'oxygène possède deux électrons de valence, une valence de 2 et 6 électrons de valence, dont 2 doublés non liants. Pour le soufre, on aura la même caractéristique, on aura aussi 2 doublés non liants, 2 électrons de valence, mais en réalité, la valence du soufre peut varier. On peut avoir ce qu'on appelle de l'hypervalence. Le soufre étant en dessous de l'oxygène, il est plus proche de la couche qu'on dit 3D, et cette couche étant accessible, même si elle est vide, justement le soufre va pouvoir y ranger des électrons supplémentaires. Cela permet au soufre du coup d'avoir un nombre de liaisons qui soit complètement corrélé au nombre d'électrons de valence qu'il a. Donc il peut aller faire jusqu'à 6 liaisons. Alors justement, voyons un petit peu les espèces qu'on nous demande d'étudier. Le dioxyde de soufre, SO2, l'ion sulfate, SO4-, et le gaz qui est le trioxyde de soufre, SO3, qui n'est pas du tout chargé. Alors, SO2 est une molécule qui n'est pas chargée, donc on va avoir l'égalité de la formule du degré d'oxydation qui est égale à 0. Ici, on aura à chaque fois la charge de l'espèce. Donc ici, 0. Pour l'ion sulfate, on a 2-, donc ce sera égal à -2. Et pour le trioxyde de soufre, qui n'est pas un ion, on aura égal à 0. On a ensuite le nombre de fois que le soufre apparaît. Ici, il n'y a qu'un seul soufre, donc le soufre n'est pas coefficienté. Pareil dans ce cas, et pareil pour SO3. Par contre, on a deux oxygènes, donc 2 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène comptera dans cette formule. Ici, 4 oxygènes, donc le nombre d'oxydation de l'oxygène comptera 4 fois. Pour le trioxyde de soufre, 3 fois, etc. Le degré d'oxydation de l'oxygène sera de -2, sauf dans les cas de l'eau oxygénée, le dioxygène et l'ion peroxodisulfate que nous ne rencontrons pas ici. Donc, raisonnablement, on peut être sûr que le nombre d'oxydation du soufre ici, soit -2 fois -2, sera égal donc à +4. Pour l'ion sulfate, ce sera donc -4 fois -2, ce qui nous fera du coup 8, -2 la charge de la molécule, alors 8 -2, ça fait 6. Pour SO3, on aura 3 fois -2, ce qui nous fera du coup -6, donc +6 en degré d'oxydation. Notons que l'ion sulfate et le trioxyde de soufre partagent le même nombre d'oxydation. Cela signifie que entre ces deux molécules, il ne peut pas y avoir une conversion
de l'un à l'autre qui suivent une réaction d'oxydoréduction. SO4 si j'essaie de le transformer en SO3, il se pourrait que ce soit une réaction acido-basique par exemple. En revanche, SO2 en SO3, on voit bien qu'on a ajouté un oxygène moléculairement, mais en réalité le degré d'oxydation du soufre a augmenté. Ici, le soufre est de plus en plus appauvri en électrons. Donc, pour passer de SO2 à SO3, il est fort à parier qu'il s'agisse d'une réaction d'oxydoréduction. Encore une fois, la même chose pour SO2 à SO4 On nous demande ensuite de nous concentrer sur les degrés d'oxydation de deux autres espèces, S2O3-, à savoir l'ion thiosulfate, et S4O6-, l'ion tétrathionate. Pour ces deux molécules, toujours sans fabriquer la formule de Lewis, on s'occupe simplement d'utiliser la formule de Latimer et Frost. Cette fois-ci, le nombre de soufres n'est pas égal à 1. Il y en a plusieurs. Alors si j'écris ça, du coup, il y a 2 soufres, 3 oxygènes. Donc 2 soufres, 3 oxygènes. La charge est de -2, donc j'écris -2 ici. Pour l'ion tétrathionate, pareil, il y en a 4 soufres, donc on va coefficienter avec un 4 ici, 6 pour l'oxygène, et on garde la charge de la molécule à droite. En faisant ça, on obtient alors que le soufre ici est de degré d'oxydation plus 2. Voilà, jusque-là tout va bien. Pour l'ion tétrathionate, par contre, on regarde, ça fait du coup 6 fois 2, ça fait 12, 12 moins 2, ça fait 10, 10 sur 4, ça fait bien 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5. Et là, ça nous fait poser question. En réalité, la problématique que nous avons ici, on la retrouve ici, mais vous ne le remarquerez pas. C'est-à-dire que si je vous demande d'écrire 2,5 en chiffres romains, vous pourriez tituber, et c'est normal, on trébuche tous quand on se rend compte en fait du résultat de ce calcul. Ici, on ne se rend pas compte qu'il y a un problème, et pourtant, le même problème s'applique aux deux espèces. Ce qui rend l'application de la formule de Latimer et Frost un peu dangereuse si on n'arrive pas à connaître cette limite et cette possible problématique qu'on a en face des yeux. Alors quelle est cette problématique? Vous le savez certainement, j'aime beaucoup avoir un point de vue moléculariste sur les questions de chimie. Il faut dessiner la molécule, chose que l'on s'était interdit de faire jusqu'à présent. Ici, voici l'ion thiosulfate qui représente presque un ion sulfate, sauf que l'un des oxygènes de l'ion sulfate a été substitué par un soufre. Et oui, normalement l'ion sulfate ressemble à ça, en oubliant bien sûr les doublés non liants, volontairement pour gagner un peu de place. Et si je remplace cet oxygène-là par un soufre, je me retrouve avec l'ion thiosulfate. Pour l'ion tétrathionate, celui-là il n'était pas à connaître. L'ion thiosulfate, c'est un ion qu'il faut connaître en prépa PCSI, donc celui-là on peut attendre de vous que vous connaissiez. L'ion tétrathionate, vous le voyez aujourd'hui, mais retenir sa formule, c'est pas une obligation. On voit qu'il y a un squelette de 4 soufres alignés, comme ça ici. Et le point commun entre ces deux structures, c'est qu'on a des soufres qui ont un environnement différent d'autres soufres de la molécule. Vous voyez ici, j'entoure en bleu les soufres qui sont liés à des oxygènes et j'ai encadré en rouge les soufres qui ne sont pas liés à des oxygènes. Et en fait, ça crée deux environnements électroniques différents pour ces soufres-là. Les soufres que j'ai encadrés n'ont aucune raison d'avoir un degré d'oxydation non nul. En effet, pour ça, il faudrait une liaison polarisée. Les soufres que j'ai encadrés ne font pas de liaison avec des oxygènes, ils ne font que des liaisons avec des atomes de soufre. Puisque ce sont des liaisons soufre-soufre, on peut tout de suite imaginer que c'est purement covalent. Puisque ces liaisons sont purement covalentes, alors ces soufres-là ne vont pas être oxydés. Cela signifie aussi que dans cette appellation de la formule qui est de dire il faut dire combien de fois on a le soufre qui apparaît fois son nombre d'oxydation, en réalité, il faudrait pouvoir être capable de différencier les soufres d'environnement électronique différents. Idem pour ici. En réalité, on n'a pas 4 fois le nombre d'oxydation du soufre, on a 2 fois le nombre d'oxydation d'un soufre bleu ici, et 2 fois le nombre d'oxydation d'un soufre carré. Et ça, on ne peut pas le prédire sans faire la formule ou sans avoir accès à la formule. Alors comment ça se passe? Bien en fait, ce qu'on a fait là, maintenant qu'on a la formule de Lewis, on peut essayer de trouver le vrai degré d'oxydation. Quand le soufre n'est lié qu'à du soufre, vu que c'est une liaison covalente, il n'y a pas de raison d'avoir une polarité de liaison, donc le degré d'oxydation est de 0. Vous le voyez ici et là.
Pour les soufres qui sont liés à l'oxygène, eh bien, il y a autant de charges que, enfin, le nombre d'oxydation est autant grand que des chevrons quittent le soufre. En l'occurrence ici, deux liaisons, donc deux chevrons vers l'oxygène. Ici, liaison simple. Donc ça nous fait bien 4 chevrons qui quittent le soufre. On a bien un degré d'oxydation plus 4. Donc ici, on en a un qui est 0 et un ici qui est 4. Pour ici, on a bien un chevron ici, deux chevrons là et encore deux chevrons ici. Ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5. Et des soufres qui ne sont liés que à des soufres, donc 0. Et si je regarde ça, si je fais la moyenne, ici j'obtiens plus 2. C'est bien le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, mais vu qu'il est rond, on n'avait pas pensé qu'il y aurait pu avoir un problème. Ici, puisqu'on a 5 et 0, on a bien un degré d'oxydation de 2,5 qu'on a trouvé tout à l'heure, mais vu qu'on ne sait pas l'écrire, ça nous a posé question. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de calculer tout simplement des moyennes. Et ces moyennes, elles ne sont pas représentatives de l'environnement chimique, de la structure de la molécule. Et donc, c'est un petit peu piégeux à présenter. Il faut savoir du coup quelles sont les limites de cette formule si vous n'utilisez que cette formule pour répondre aux questions qui demandent de connaître ou de justifier le degré d'oxydation d'une molécule. Pour ce deuxième exercice, on va essayer du coup de réaliser des réactions d'oxydoréduction parmi 3 couples qu'on nous impose. Alors pour ces couples, on vous demande tout de suite de créer des demi-équations redox qui vont vous servir ensuite à être imbriquées, renversées l'une par rapport à l'autre pour former tous les tests et vérifier ainsi si les réactions peuvent exister ou non. On remarque ici que dans 2 couples, on a notamment le dichlore qui apparaît. Puisque le dichlore peut apparaître sous forme de réducteur et d'oxydant, on appelle ça un ampholyte redox. Et donc il faudra faire attention à ce qu'on appelle la dismutation dans ce type de raisonnement. Je vous rappelle que la méthode pour ajuster ces demi-équations se trouve dans la partie cours commenté vidéo précédente. Alors, on a d'abord l'acide hypochloreux et l'ion manganèse. Pour faire agir l'acide hypochloreux et l'ion manganèse, on regarde ces 2 transformations-là. Ok, très bien, il nous suffit de prendre cette équation ici, et ici de la renverser, de prendre tous les produits, les mettre au niveau des réactifs, et vice-versa, histoire de se retrouver avec Mn de plus à gauche. Et donc on se retrouve avec cette équation-là. On a 2 électrons à gauche de l'égalité et 5 à droite, donc il va falloir ajuster avec les coefficients qui vont bien. On va prendre l'équation de l'oxydant, on va faire x5, et la réaction de la réduction, on va faire ça x2. Et on obtient du coup cette équation qui du coup fonctionne. Alors comment on peut s'assurer qu'elle fonctionne? On vous donne les potentiels standards. En vous donnant les potentiels standards, vous devez vous intéresser à un diagramme de prédominance. On voit bien que HClO n'a pas de continuité dans sa zone de prédominance avec la zone de prédominance de Mn2+. Cela signifie que les 2 espèces ne peuvent pas être prédominantes dans une même solution qui contiendrait un seul potentiel. À un potentiel unique, soit on n'a que du Mn2+, soit on n'a que du HClO, soit on a MnO4- et Cl2. Et quand on a MnO4- et Cl2, ça veut dire que Mn2+ est devenu MnO4- et que HClO est devenu Cl2. Cela signifie que tout simplement la réaction a eu lieu spontanément. Donc ça va vous permettre de raisonner à ce titre. Donc on vient de montrer que Mn2+ et HClO réagissent spontanément. On nous parle ensuite de l'ion permanganate et du dichlore. Alors attention, le dichlore, il existe 2 types de dichlore. Le dichlore qui donne HClO et le dichlore qui donne Cl-. Autrement dit, celui qui est un réducteur, celui qui est un oxydant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir essayer les deux. On nous demande le permanganate et le dichlore. Si je prends dans ce couple-là le dichlore, c'est aussi un oxydant comme l'ion permanganate. Puisque les deux sont des oxydants, on se retrouve avec un nombre d'électrons à gauche de l'égalité qui est extrêmement grand parce qu'il n'y a rien qui puisse compenser à droite les électrons. Les électrons doivent pouvoir se compenser, vous avez vu, à gauche et à droite de l'équation. Donc ça, c'est incompatible. D'où le fait que la réaction entre le dichlore comme oxydant ne peut pas se faire avec l'ion permanganate. Enfin, l'ion permanganate pourrait réagir du coup avec le dichlore qui, lui, cette fois-ci, est plutôt réducteur. Alors observons ça. On arrive à fonctionner et à avoir des électrons à gauche de l'égalité et à droite de l'égalité. Il suffit de faire x2 en haut et x5 en bas. Vous commencez à connaître la chanson. Et regardons ce qui se passe. Et bien là, on nous dit que cette réaction n'est pas spontanée. En effet, on vient de montrer juste avant que c'est plutôt les ions Mn2+ et HCl- qui ne sont
pas stables ensemble et qui permettent la fabrication du dichlore. Donc comment on peut observer ça sur la réaction, sur le diagramme de prédominance? Eh bien tout simplement en regardant et en voyant que les ions permanganate et le dichlore, ici, peuvent avoir une zone commune où les deux sont effectivement prépondérants dans une zone prédéfinie où ils peuvent effectivement à ce potentiel-là coexister. Donc là, on aura bien la présence d'ion permanganate et de dichlore à ce moment-là. Ils sont tous les deux prédominants. Passons ensuite à l'ion manganèse et le dichlore. L'ion manganèse peut réagir du coup aussi avec le dichlore. Alors le dichlore, cette fois-ci, on va essayer de voir lequel. D'abord celui qui est lié au chlorure, peut-être après celui qui est lié du coup à l'acide hypochloreux. On va faire les deux cas de figure. Dans le cas où Mn2+ réagit avec Cl2 comme réducteur, pardon, le Cl2 comme oxydant qui donne des ions chlorure, alors Mn2+ va lui être un donneur d'électrons, très très bien. Mn2+ c'est un réducteur, Cl2 c'est l'oxydant, donc on a bien une oxydation qui se passe pendant que un réducteur libère des électrons. On a une équation qui est ajustée et pourtant on vous dit ici que la réaction ne se produit pas. Mn2+ et Cl2 ne réagissent pas ensemble. Mn2+ et Cl2, regardons ça, Mn2+ et Cl2, on observe une continuité dans leur diagramme de prédominance ici. Les deux régions où Cl2 et Mn2+ sont prépondérants, eh bien, peuvent exister à un potentiel fixé. Si je donne ce potentiel-là, on aura bien Cl2 et Mn2+, donc cette transformation n'est pas spontanée. Alors pour l'ion manganèse et l'ion chlorure, on a l'ion chlorure qui est un donneur d'électrons, Mn2+ qui est aussi un donneur d'électrons, puisque ces deux espèces sont des réducteurs. On va pas pouvoir faire des mises en commun de deux réducteurs pour qu'ils réagissent, on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc on se retrouvera encore une fois avec des électrons tous les deux du même côté de l'équation, donc une impossibilité pour la réaction de se produire. Cl- et l'ion permanganate. Alors l'ion permanganate et l'ion chlorure. L'ion chlorure du coup donne des électrons. L'ion permanganate étant un oxydant, il a besoin d'électrons. On se retrouve donc avec des électrons à gauche et à droite. C'est une bonne chose. Il faut donc réadapter et ajuster les coefficients. On multiplie et on obtient donc 10 ions chlorure plus 2 ions permanganate plus 16 ions hydronium donne 5 dichlore, etc. Alors comme on peut être sûr que la réaction est spontanée et qu'elle ne soit pas barrée, eh bien on observe le diagramme de prédominance des ions chlorure. On voit que les ions chlorure ici sont prédominants en dessous de 1,35 volts, alors que les ions permanganate, eux, sont prédominants au-dessus de 0,5 et quelques volts. Donc il y a bien une zone de discontinuité entre les deux diagrammes de prédominance. Il y aura donc transformation des Cl- en Cl2 et des MnO4- en Mn2+. Puisque cette réaction est spontanée, on la valide, très très bien. Et enfin, il nous reste le dichlore sur lui-même, ça veut dire le dichlore qui va à la fois devenir un ion chlorure et le dichlore qui va devenir HClO. Alors, comment voir si on a une dismutation? En l'occurrence, Cl2 est bien dans un diagramme où il y a une continuité entre les deux frontières. Donc, puisqu'il n'y a pas de discontinuité entre la présence de Cl2 ici et là, il y a bien un endroit où on peut faire cohabiter Cl2 en tant qu'oxydant et en tant que réducteur. Donc cette réaction n'est pas spontanée. Ce qui veut dire que ce n'est pas le Cl2 qui est de degré d'oxydation 0 qui va chercher à devenir plus 1 et moins 1, mais l'inverse. Donc il n'y a pas de dismutation, il y aura plutôt une rétro-dismutation, à savoir que les ions chlorure peuvent former du Cl2 s'ils sont en présence d'HClO. Et c'est même pire que ça, dans une piscine, c'est ce qui se passe. Il ne faut pas avoir un pH trop acide, parce que du coup on favorise la présence de HClO, et en fabriquant la présence de HClO, eh bien en présence d'ion chlorure, on va justement créer du dichlore, qui est un gaz qui est extrêmement toxique. Donc voilà un petit peu pour la lecture de ce diagramme-là. J'aimerais virevolter tout de suite vers un autre diagramme de prédominance pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble quand deux groupes sont disjoints.
Ici, vous voyez par exemple le cas où on a NO2 qui est à gauche et NO2 qui est à droite. Et là, on voit bien que cette molécule-là, du coup, n'a pas de potentiel en commun avec celui-là. Donc cela signifie que la cohabitation entre les deux ne fonctionne pas. Il y a une discontinuité entre ces deux régions de prédominance. Et là, vous voyez, c'est déjà tout de suite un indice de réaction spontanée. Alors, comment voir ça? Occupons-nous de la dismutation du dioxyde d'azote lors des pluies acides. Donc les pluies acides sont des pluies en fait qui ramassent des gaz qui, quand ils sont en contact d'eau, deviennent des acides en solution. En l'occurrence, on a donc NO2 qui est un gaz qui, en présence d'eau, va devenir de l'acide soit nitrique, soit nitreux, comment l'oxydation du gaz peut se faire. Donc NO3- plus 2H+ avec des électrons peut donner le gaz NO2 et produire de l'eau. On nous demande d'écrire la demi-équation, donc on ajuste correctement et on remarque qu'il n'y a besoin que d'un seul électron pour fabriquer le gaz dioxyde d'azote. À ce moment-là, du coup, à cette demi-équation, on peut associer un potentiel de Nernst. Et donc, le potentiel de Nernst est égal au potentiel standard du couple en question, plus 0,059 sur n log de l'activité de l'oxydant sur l'activité du réducteur. Ou alors, si vous avez l'inverse de l'expression ici, vous avez un moins à cet endroit-là. Ça dépend quelle formule vous utilisez. En l'occurrence, un seul électron est changé, donc n est égal à 1. On garde du coup le coefficient de 0,59 volts. Et on a l'expression, non pas de l'activité de l'eau, on a l'expression de l'activité d'un gaz qui s'exprime en pression partielle de NO2 par rapport à la pression standard. Et on a la quantité, la concentration en H+, qu'on devrait noter H3O+, et la quantité bien sûr en NO3- qui est du coup la concentration en NO3-. Pour NO2 qui devient NO2-, pareil, on lui ajoute un électron. Donc ici, on se retrouve encore avec le même coefficient de vent, 0,059 volts. Et une pression partielle cette fois-ci en NO2, mais qui est au numérateur. À l'aide du diagramme de prédominance, justifier que NO2 se dismute spontanément. Donc on choisira une pression de 1 bar et une concentration frontaire notée c'est standard à 1 mol par litre à pH nul. Ok. Donc on utilise l'expression qu'on avait tout à l'heure, on y insère du coup les valeurs qu'on avait et on se retrouve finalement dans des conditions standards. Puisqu'on est à une pression de 1 bar et qu'on a une concentration à pH nul, on a donc une concentration de H+, qui est de 10 puissance moins pH, à savoir 1 mol par litre, eh bien on se retrouve avec le potentiel ici de 0,83 volts. Pour NO2, c'est aussi une manière de se mettre dans des conditions standards. Et donc maintenant qu'on a ces deux potentiels de Nernst, on va pouvoir discuter du diagramme de prédominance où on va observer effectivement ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, une discontinuité dans les zones de prédominance, ce qui indique une spontanéité de réaction. Les deux rôles du dioxyde d'azote, quand il est à la fois réducteur et donc il va s'oxyder spontanément en ion nitrate, ou quand il est oxydant et qui veut se réduire en ion nitrite, alors ça nous donne effectivement ici une discontinuité qui montre que la réaction est spontanée. Si on montrait ça à partir du calcul, on peut calculer delta E. Tant que delta E a un signe, ça nous permet d'évaluer l'avancement ou non de la réaction. Ça remplace un peu l'évaluation qu'on avait plus tôt dans les chapitres de thermodynamique qui était QR. Et donc à ce moment-là, quand delta E est supérieur à 0 volts, la réaction dans le sens direct est favorisée. Et bien ici on peut montrer les choses. Delta E c'est quoi? Bah c'est delta E standard, puisqu'en fait ces expressions là à chaque fois sont nulles. Et donc les potentiels qu'on avait sont en fait égaux au potentiel standard. Donc on peut écrire simplement la différence de potentiel standard comme étant 0,02 volts. C'est bien sûr une réaction qui est spontanée. Alors on peut trouver l'équation de cette réaction en essayant de sommer avec NO2 du même côté, un qui va pouvoir s'oxyder en donnant un électron et 2H+, et l'ion nitrate, un qui va pouvoir se réduire en acceptant un électron et devenant du coup l'ion nitrite. On obtient cette équation là,
Et pour calculer la constante standard, eh bien, il suffit d'égaliser delta E égale à 0 volt. On sait que du coup 0 volt ce sera la différence entre les deux potentiels standards. Et on aura à l'intérieur ici de ce logarithme, on devra faire apparaître en tout cas K standard. Et une fois qu'on a fait apparaître K standard, du coup on peut obtenir que K standard c'est égal à la variation, enfin 10 puissance la variation de potentiel standard sur 0,059 volts. Et on n'oublie pas le nombre d'électrons qui doit être alloué à cette transformation. En l'occurrence, un seul électron, donc c'est pratique. Et on trouve ici 2,18 pour la constante standard. Alors attention, ici c'est forcément quand T égale 298 Kelvin, puisque on impose ça avec cette valeur-là, je le rappelle. On a la valeur de 0,59 volts qui vient déjà d'un calcul où la température a déjà été fixée. Alors qu'est-ce qu'on peut dire puisque c'est inférieur à 10 puissance 4 bah, que la transformation est équilibrée, elle n'est pas quasi totale, ni quantitative, ni totale. Et puisqu'elle est supérieure à 1, on a un sens direct qui est favorisé. Cela signifie que tout bonnement, la réaction ici du diazote forme spontanément, en contact avec de l'eau, donc le dioxyde d'azote forme avec le dioxyde d'azote en contact avec l'eau forme du coup des ions de nitrate et des ions de nitrite. Ces ions de nitrate et des ions de nitrite en fait sont en présence de H+. En réalité, ce qu'on pourrait écrire, c'est carrément qu'on a HNO3 en solution aqueuse et aussi HNO2 en solution aqueuse. L'ion de nitrite, en fait, ça donne naissance à l'acide nitreux et à l'acide nitrique. Bon, en réalité, ce n'est pas très stable, on pourra en discuter, mais en gros, c'est plus acide, forme des mélanges d'acides inorganiques dans l'eau. Et personne n'a envie de se faire pleuvoir dessus par des gouttes d'eau acidifiée. Voilà, ce sera tout pour donc ces réactions d'oxydoréduction dans un premier temps, et on verra ensuite tout ce qui concerne les piles dans une prochaine vidéo.